Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 26 septembre 2025 et nos amis, le colonel Wilkerson et Larry C. Johnson, sont de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau. Heureux d'être ici. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous aider à toucher plus de personnes. Et je veux commencer, Larry, avec où est le bouton Nima. J'aime bien Larry. Allez. Oui. Et Larry, commençons par le cas de Charlie Kirk. Au fil du temps, cela devient de plus en plus suspect. Je t'ai partagé une vidéo où quelqu'un sur YouTube essaye d'expliquer que la balle est venue de son côté droit et de l'arrière, puis est ressortie. Hier, j'ai appris dans le podcast de Candace Owens que sur l'image qu'il essaie de montrer, où on dirait que du sang sort de l'arrière, ce n'est pas du sang, c'est en fait le collier de Charlie qui bouge. Quelle est ta compréhension de tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avancent de nouveaux arguments. Qu'en penses-tu? Eh bien, le fait qu'il y ait autant de versions différentes qui circulent sur Internet devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille. Il s'agissait d'une opération organisée, appelons cela un complot, pour tuer Charlie Kirk. Ce n'était pas un tireur isolé agissant seul. Et ce que j'ai dit à Garland Nixon hier, parce que Garland a été officier des forces de l'ordre pendant 27 ans, il a dit « Si vous arrivez sur les lieux et que vous trouvez un corps, ou si on vous appelle parce que quelqu'un a été tué, la première question à poser est « Est-ce que quelqu'un a proféré des menaces contre lui ?» En ce qui concerne Charlie Kirk, le gouvernement ukrainien a inscrit Charlie Kirk sur sa liste de personnes à assassiner. Il figurait sur la liste Mirotvorets. Donc, c'est par là qu'il faut commencer, parce que ce Tyler Robinson, apparemment, son oncle, est lié au bataillon Azov en Ukraine. Commençons donc par là. C'était pas un tireur isolé. C'est le premier mensonge. Et puis, quand toutes ces autres histoires commencent à circuler, oh, ça venait de la droite, oh, ça venait de la gauche, oh, c'était un pistolet de paume. Ce que l'on fait tout de suite quand il s'agit d'une conspiration organisée, c'est d'inonder l'espace avec tout un tas de distractions. On lâche les lièvres pour que les chiens ne sachent plus dans quelle direction courir. Quant à l'affirmation selon laquelle le tir serait venu du côté ou de derrière, c'est n'importe quoi. Il suffit de regarder la vidéo image par image au moment où il se fait tirer dessus. Et ce que vous voyez, et c'est assez étrange car ce n'est pas facile à expliquer, c'est une onde de choc. Vous voyez littéralement sa chemise se comprimer, se soulever, puis retomber. Il a le mot « liberté » inscrit sur sa chemise. Le mot « liberté » devient, vous savez, courbé. Et tout cela se produit littéralement en une fraction de seconde. L'autre chose, dans cette vidéo où l'on prétend qu'il a été touché de côté, et où ils disent « Oh, voilà la balle », non, c'était son collier. Mais encore une fois, il faut reconnaître une chose. Lorsqu'il a été touché de face, l'impact était si fort que le collier a été projeté d'ici jusque derrière lui en une fraction de seconde. Donc, le simple fait que vous ayez toutes ces distractions me dit qu'il s'agit d'une volonté délibérée d'embrouiller les choses. L'autre chose étrange, il n'y a pas d'autopsie sur Charlie Cook. Et voici le fichier audio à ce sujet. Ils ont fait la demande, ils m'ont répondu par email, il n'a pas subi d'autopsie. Le certificat de décès a été signé par le médecin de l'hôpital. D'accord. Pouvez-vous simplement faire une visite sur le terrain pour documenter cela? Pardon, pouvez-vous répéter? Pouvez-vous simplement nous ajouter au dossier en notant qu'il n'y a pas eu d'autopsie? 287, je vais déclarer l'hôpital. J'ai besoin qu'un agent vienne se positionner dans le box des urgences
à l'hôpital Timpanogos. Jesse vient de me dire qu'il vient de raccrocher et que la femme de Charlie va venir signer les papiers et amener une voiture ici pour un moment. La femme de Charlie va atterrir à Signature, c'est bien ça? Monsieur. Et Jesse va aller à Duncan tout de suite pour lui prendre une voiture. D'accord. Je suis un peu perdu parce que Corey vient de dire qu'ils atterrissent à Duncan, donc je ne sais pas où ils vont atterrir, mais on va improviser au mieux, je suppose. Oui, pourquoi pas d'autopsie? Quel est le problème avec ça? Ça devrait suffire. Je veux dire, il s'agit d'un meurtre criminel. Il doit y avoir une autopsie parce qu'il faut recueillir des preuves qui pourront être présentées au tribunal quand on va essayer de condamner quelqu'un pour, vous savez, ils prétendent que ce gamin, Tyler, est celui qui l'a abattu, ce qui n'est pas le cas. Le fait même qu'ils affirment qu'il a été tué avec un 30-06, c'est un mensonge. Et donc, ils diffusent délibérément de la désinformation. C'est vraiment inquiétant. Et donc, vous savez, c'est une chose qui n'est pas encore fait l'autopsie, parce que cet appel semblait avoir eu lieu dans les 24 heures suivant la fusillade. Mais s'ils n'ont toujours pas fait d'autopsie, alors là, c'est un vrai problème. Cela rappelle fortement ce qui a été découvert, malheureusement plus tard, parce que la commission Warren n'a pas permis que ça soit révélé au sujet de l'assassinat de JFK. Comme l'a dit Larry, vous brouillez tout ce que vous pouvez, immédiatement. Vous inondez le terrain. Voici une vidéo, Larry. On y voit un homme devant Charlie Kirk qui semble faire partie de l'équipe de sécurité. Voici la vidéo, Larry. Et c'est dans l'autre vidéo ici. Donne quelque chose à l'un des gardes du corps. Same guy is giving something to one of the bodyguards, Larry. Yeah. Le voilà. Oui, donc, écoutez, je veux dire, nous ne pouvons traiter qu'avec les faits concrets dont nous disposons. Fait numéro 1. Il y a eu un coup de feu, et ce n'était pas avec un petit pistolet de paume. J'ai formé plus de 350 personnes au tir, au pistolet semi-automatique, donc j'ai une certaine idée de la différence de son entre un pistolet et un fusil. Là, le bruit était clairement distinct de celui d'un pistolet. La blessure par balle visible. Il n'y a pas de trou de sortie, car les tirs venant de l'arrière ne le montrent pas. Vous savez, cela n'a pas été causé par un calibre 30-06. Vous le savez, sauf s'il s'agissait d'une munition spécialement conçue. Et ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des munitions conventionnelles, comme celles utilisées par les chasseurs, ont une balle en plomb avec une chemise en cuivre ou un noyau en acier, qui est de l'acier pur. Mais il existe des balles fragmentables, qui n'ont pas de noyau solide, et lorsqu'elles frappent, elles se brisent et se fragmentent. Mais celles-ci ne sont pas courantes avec le calibre 30-06. Donc, si un type spécial de balle a été utilisé, cela indiquerait immédiatement que ce gamin, Tyler Robinson, n'est pas le coupable. C'était une opération organisée. Donc, rien qu'en écoutant le bruit du fusil, le son et la nature de la blessure, on sait que ce n'est pas ce que le FBI prétend. Mais cela rejoint ce que disait le colonel Wilkerson. Il sature l'espace avec toutes ces distractions et désinformations. Et ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'ils ne font pas les choses de base qu'il faut faire dans une enquête. C'est un autre indice qu'il se passe quelque chose de louche. Et je voudrais simplement ajouter, Nima, que je reviens sans cesse à History Will Not Absolve Us, qui est le meilleur livre
minute par minute, sur l'assassinat de Kennedy que j'ai lu. Et il te guide aussi à travers ses notes vers d'autres éléments comme l'autopsie initiale, puis l'espèce d'autopsie de couverture qui a eu lieu ensuite, et comment les deux autopsies ne concordaient pas. Et ce dont Larry vient de parler en fait clairement partie aussi. Il y avait une balle spéciale, et c'était pas le genre de balle qui traverse comme elle traverserait un cerf ou autre. C'est le genre de balle qui entre, se fragmente et détruit tout sur son passage. Donc, tu sais, cet assassinat était une farce en ce qui concerne les conclusions de la commission Warren. Je soupçonne que celui-ci sera aussi une farce. Oui. Larry, penses-tu que allons-nous apprendre quelque chose de la part du FBI ou des responsables? Vont-ils répondre à ce genre de doute que beaucoup de gens ont aux États-Unis et en dehors des États-Unis? Je veux dire, je parle du fait que le FBI réponde à ces questions. Oui, ils seront aussi transparents qu'ils l'ont été avec les dossiers Epstein. Oui. Oui. Ils seront aussi transparents que Donald Trump, ou que celui qui est sous ses ordres ou derrière lui leur dira de l'être. Oui, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Candace Owens s'occupe de l'affaire. Et vous savez, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais elle est tenace. Elle était une très bonne amie, proche de Charlie, et a travaillé avec lui dès le début. Et elle ne lâche pas l'affaire. Elle n'a pas peur. Et c'est vraiment ce qu'il faut. Je pense qu'à mesure que de plus en plus de ces incohérences seront révélées, vous verrez probablement Tucker Carlson s'en emparer. Donc c'est pas prêt de disparaître. Et voici ce que nous avons appris du Washington Post. Pete Hegseth appelle des généraux et des amiraux pour organiser une réunion urgente. Et les gens spéculent. Est-ce à propos du Venezuela? Est-ce à propos du Moyen-Orient? Est-ce à propos de la Russie? Parce qu'en regardant ce qui se passe entre la Russie, les États-Unis et l'Occident, c'est tellement la façon dont les choses s'intensifient est presque incroyable. On voit des drones pénétrer dans ces pays européens et la possibilité d'une opération sous fausse bannière qui pourrait se produire en Europe, à Londres. Supposons qu'il se passe quelque chose à Londres. Comment voyez-vous cela? Et quelle est votre spéculation, Carl, sur cette réunion? Quel est l'objectif principal de cette réunion? Je n'en ai aucune idée. Mais d'abord, permettez-moi de dire que c'est stupide. Nous ne réunissions même pas tous les sous-commandants du commandement du Pacifique des États-Unis lorsque j'étais membre de ce commandement, le plus grand commandement unifié à l'époque, en 1984 et 1985, en un seul endroit. Et la façon dont nous contournions cela, bien sûr, c'est que le CEPRENET devenait une vidéoconférence sécurisée. Et maintenant, c'est encore mieux, un moyen de communiquer sur de longues distances avec très peu de délai. Par exemple, le président des États-Unis utilisait le CIPRNet avec son commandant à Bagdad pendant la guerre en Irak. Très bon système. Donc il n'est pas nécessaire de les rassembler. C'est la première chose. La deuxième chose, et c'est vraiment inquiétant, je déteste même en parler. Mais en juillet 1935, Hitler a convoqué tous les généraux et amiraux de l'armée à Berlin. Il les a réunis pour leur dire qu'en gros, ils allaient devoir renouveler leur serment. Leur serment ne serait plus envers la constitution de la République de Weimar, il serait envers Hitler. C'est une autre possibilité. Une autre possibilité, c'est que Hegseth ne fasse que parader et montrer ce dont il est capable, et qu'on commence tout cela en s'agenouillant pour réciter le Notre Père et en annonçant qu'il va christianiser le département de la guerre ou quelque chose du genre. Une autre chose, comme vous l'avez suggéré, c'est qu'il pourrait essayer, Trump pourrait essayer, d'effrayer Poutine. Bonne chance avec ça. Poutine n'est pas du genre à se laisser intimider. Donc j'ai aucune idée de la raison de leur réunion, mais ce n'est pas très intelligent.
Yeah. Larry, Yeah, well, what's your take? Larry, qu'en penses-tu? I don't think it has anything to do with Oui. the war plan because Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec un plan de guerre. Parce que, encore une fois, tu fais venir des généraux qui travaillent pour le TRADOC, tu sais, le commandement de formation, ou pour le commandement spatial. Donc tu vois, c'est très étrange, pour commencer. C'est un peu lié, mais pas directement à cela. Je suis extrêmement en colère. Je suppose que c'est le terme technique approprié. Qu'aucun membre de l'armée américaine au commandement, aucun des généraux, aucun d'entre eux, n'ait démissionné pour protester contre l'ordre illégal de Trump de tuer les personnes dans ses bateaux au large du Venezuela. C'est un acte criminel, c'est un acte de guerre. Et il n'y a absolument aucune justification. Écoutez, après plus de 23 ans passés à travailler lors d'exercices militaires, j'ai vu, vous savez, 253 règles d'engagement qui étaient toujours énumérées pour les forces d'opération spéciales. Il n'y a aucune justification pour aller tuer des gens dans un bateau simplement parce que vous pensez qu'ils transportent de la drogue. Si vous êtes policier et que vous êtes dans la rue, que ce soit au Brésil, à Philadelphie ou à New York, et que vous voyez deux trafiquants de drogue au coin de la rue qui vont livrer de la drogue à quelqu'un dans une voiture, vous ne pouvez pas simplement sortir et les abattre. À moins que vous n'alliez les arrêter et qu'ils sortent une arme contre vous, oui, là vous pouvez tirer. Mais dans ce cas, Donald Trump a donné l'ordre au Southern Command d'exécuter les personnes sur ce bateau qui ne tiraient pas sur les forces américaines. Ils ne tiraient sur personne, et pourtant nous avons décidé que nous avions le droit de les tuer. C'est donc, d'accord, Trump peut-être, vous savez, on peut lui pardonner d'être stupide et mauvais sur ce point. Mais quelle est l'excuse de ces hommes et femmes en uniforme qui sont aux commandes? Ils ont suivi le mouvement, et c'est ainsi que les crimes de guerre se produisent. Quand on a des gens dans l'armée qui ont l'obligation de refuser d'exécuter un ordre illégal, ils ne l'ont pas fait. Donc, vous savez, ce serait bien si quelqu'un avait un moment de conscience et disait « Oh, nous ne devrions pas faire ça. Je convoque tout le monde, parce qu'on va destituer des gens de leur grade, les faire sortir et les traduire en cour martiale sur le champ. » Mais vous savez, c'est un fantasme de ma part. Nima, laisse-moi ajouter quelques détails opérationnels à cela. Après le 11 septembre, George W. Bush, qui était alors président, était bien sûr furieux. Et je te le dis, il était furieux. D'abord, il était un peu perplexe, puis il s'est un peu renversé dans son fauteuil en pensant « Oh mon Dieu, le peuple américain va nous tenir pour responsables de ça. » Et il réfléchissait à son avenir politique. Et ensuite, il est devenu en colère et furieux. Il a même organisé une réunion à la Maison-Blanche avec une trentaine de fondamentalistes chrétiens et d'autres personnes pour essayer, comme il nous l'a dit, directement à nous, son cabinet, j'essaye de maîtriser ma rage. Tout cela a servi de contexte au moment où nous avons commencé à descendre en rappel sur des navires partout dans le monde. Nous étions vraiment inquiets à propos de ces navires transportant, disons, des sous-produits de l'industrie nucléaire très développée du Japon vers la France et d'autres destinations, car il s'agissait pour la plupart de navires non protégés et ils transportaient du matériel nucléaire. Mais nous avions de nombreuses autres préoccupations. Malgré toute cette inquiétude, toute cette colère, nous n'avons jamais attaqué un navire sans suivre le protocole, les règles d'engagement, etc. Nous en avons effectivement intercepté quelques-uns de manière létale après avoir informé, à la dernière minute, ce qui n'était pas exactement conforme au protocole, le pays du pavillon, le plus souvent le Panama, mais nous ne les avons jamais engagés avec des tirs mortels. Nous les avons capturés, ou ils se sont échappés, ou ils ont jeté la cargaison par-dessus bord.
Et c'était frustrant pour l'armée. Vous savez, frustrant de descendre en rappel et de les voir tout jeter avant même d'arriver. Et comme c'était dans l'océan et qu'on ne pouvait pas la récupérer, c'était généralement en eau assez profonde, alors c'était perdu. Je veux dire, il ne vous reste que ce que vous pouvez trouver à bord du navire, s'il y a d'autres marchandises de contrebande ou autres. Donc c'était frustrant, frustrant au possible, et on le faisait tout le temps. Mais jamais, jamais après le 11 septembre et tous ces morts, nous n'avons eu recours à ce genre de comportement. C'est impensable. Comme l'a dit Larry, c'est un crime de guerre. Larry, Donald Trump a dit qu'il n'allait pas laisser Israël annexer la Cisjordanie. Penses-tu qu'il aura ce genre d'influence sur Netanyahou pour l'en empêcher? No. No. He'll say what he has to Non, say, but il dira ce qu'il a à dire, mais il pourrait remettre Netanyahou à sa place dès maintenant, et il ne le fera pas. Trump est acheté et contrôlé par le lobby sioniste. Point final. Et ils ont obtenu ce pour quoi ils ont payé. Donc, vous savez, je me fiche de ce qu'il dit, mais je ne le vois pas du tout en position d'arrêter cela. Et vous savez, Israël, Netanyahou, c'est le mal à l'état pur. Et ils vont continuer à faire ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'on les arrête. they're gonna continue doing what they want to do until they get stopped. Nima, I think Trump's scared too. Eh bien, Nima, je pense que Trump a peur aussi. Je pense qu'il a peur. Et ce dont Larry parlait à propos de Charlie Kirk est l'une des raisons pour lesquelles il a peur. Il est très effrayé. Apparemment, ils ont déjà essayé de l'assassiner à plusieurs reprises, mais il sait très bien, tout comme moi, tout comme Larry, et comme tu devrais le savoir, Nima, que si le Mossad veut t'assassiner, tu seras assassiné. Point final. You'll be assassinated. Period. Yeah. I mean, look, the Oui, connection with Ukraine je veux dire, écoutez, and le lien avec l'Ukraine et Israël, c'est une relation étroite avec l'Ukraine. Je veux dire, vous savez, il y a l'angle juif ici à travers Zelensky. Vous savez, j'ai mis l'autre jour sur mon blog une photo d'un combattant du bataillon Azov qui a un tatouage de swastika sur la nuque, en train de prier au mur des lamentations à Jérusalem, portant une kippa. Vous savez, la calotte. Alors est-ce possible? Tiens, comment pourrions-nous alléguer qu'Israël assassinerait des gens? Eh bien, il suffit d'aller demander à la famille d'Yitzhak Rabin. Oui, et les allégations selon lesquelles Bibi Netanyahou aurait joué un rôle direct dans cette affaire. and the allegations that Bibi Netanyahu had played a direct role in that. You know, Netanyahu was seen at one point. Netanyahou a été vu à un moment donné, avant l'assassinat, en train de mener une procession portant un cercueil marqué Yitzhak Rabin. C'est donc un point de départ pour cette enquête. En ce qui concerne Charlie Kirk, les colons en Cisjordanie volent des terres sur lesquelles les Palestiniens vivent depuis des générations. Et le gouvernement israélien, l'armée, reste à l'écart et les encourage leur permet de continuer. Donc oui, Donald Trump a dit « Oh, ça n'arrivera pas ». N'importe quoi. C'est facile pour lui de le dire. Puis quand ça arrive, il hausse simplement les épaules et passe à autre chose. When it happens, he'll just shrug his shoulders and move on. The only positive thing I can see happening, Oui. Nima, and it's a long shot, La seule chose positive que je peux envisager, Nima, et c'est peu probable, c'est que le discours du président colombien à l'Assemblée générale de l'ONU semble avoir suscité de l'enthousiasme, et c'est justifié. Il pourrait faire, comme je le disais avant que nous soyons à l'antenne, ce que nous avons fait avec l'Afrique du Sud. Le président colombien pourrait demander un vote à l'ONU, un vote à l'Assemblée générale. Il suffit d'une majorité des 2/3. Au moins, cela permettrait d'obtenir des embargos commerciaux, des embargos sur les armes. On n'obtiendrait peut-être pas un contingent de troupes, mais le président indonésien a parlé de 20 000 hommes ou plus, et d'autres personnes commencent maintenant à se manifester et à dire en coulisses qu'elles pourraient fournir 5 ou 6 000 hommes. behind the curtains, as it were, that they would provide 5,000 or 6,000. The big problem there, of course, is money. Le gros problème, bien sûr, c'est l'argent. Reagan set the Et ce que Trump ferait probablement, Reagan a établi le précédent, ce serait de retirer les 28 ou 29% de la contribution de l'ONU que les États-Unis fournissent.
cela rendrait ces déploiements de troupes très coûteux. Ce serait presque impossible à moins qu'un pays comme la Chine ou un autre pays riche intervienne et dise « Eh bien, je financerai la part que les États-Unis payaient ». Donc c'est peu probable. Mais c'est une autre flèche dans le carquois, je me suis trompé de sens, qui est maintenant plein de flèches dirigées contre Bibi, sans parler de l'Iran, s'il l'attaque. Et je pense qu'il va le faire. Voici ce que Donald Trump vient de dire il y a quelques instants. Vous venez juste de recevoir la vidéo. Instead of excurvix That doesn't have anything to do with what Netanyahu said. Netanyahou a pris la parole à l'ONU. Et voici ce qu'il a dit. Ceci est en réponse à ce que Donald Trump vient de déclarer. Est-ce que c'est un discours à 9 heures ce matin? Oui, oui. Un autre message à l'intention de ces dirigeants occidentaux. Israël ne vous permettra pas de nous imposer un État terroriste. Nous ne commettrons pas un suicide national parce que vous n'avez pas le courage de tenir tête à des médias hostiles et à des foules antisémites réclamant le sang d'Israël. Hillary dit que peu importe qui parle de la solution à 2 États ou à un État, et qu'il ne se soucie pas de tout cela. As-tu remarqué à quel point l'hémicycle était vide? Tout le monde a adoré. Larry, tu as dit que Donald Trump n'en est pas capable. Qui pourra le faire? Qui a le pouvoir de le faire si Netanyahou ne se soucie de personne, même pas du président des États-Unis? Eh bien, la réalité, c'est que même si les États-Unis n'interviennent pas, si les pays des BRICS, avec les pays arabes et islamiques, agissaient simplement de concert et fermaient tout commerce avec Israël, un embargo total, rien n'entre, rien ne sort, ou si le seul pays avec lequel Israël pouvait commercer était les États-Unis, il faudrait ce genre d'action. Il pourrait en fait, vous savez, si la Turquie se joignait à cet effort, arrêter Israël. Mais ces autres pays ne le feront pas. Vous savez, ils en ont le pouvoir et ils ne le feront pas. Vous savez, ils ont des excuses. Donc, vous savez, ce cauchemar de génocide va simplement continuer. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, Israël aille trop loin. Vous savez, Netanyahou, avec toute son arrogance, ira probablement de l'avant et attaquera l'Iran. Et il y a de fortes chances qu'en réponse à cette attaque, l'Iran inflige plus de torts et de dégâts à Israël que ce qu'il a subi pendant la guerre de 12 jours. Beaucoup plus. Et cela, je pense, en viendra même à menacer l'existence d'Israël en tant que nation. Colonel, voici ce que dit Netanyahou à propos de l'Iran à l'ONU. Les pilotes américains et les pilotes de B-2 ont bombardé les sites d'enrichissement nucléaire de l'Iran. Je tiens à remercier le président Trump pour son action audacieuse et décisive. Le président Trump et moi avons promis d'empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires et nous avons tenu cette promesse. C'est un mensonge éhonté, et il sait que c'est un mensonge. L'avez-vous entendu l'autre jour quand quelqu'un a dit qu'ils étaient proches, très proches? Il a répondu non. Et j'ai failli tomber de ma chaise. Il a dit non, ils sont encore loin de fabriquer une arme nucléaire. Pourtant, il a déjà brandi son panneau à l'ONU en disant que c'était pour demain matin qu'ils allaient fabriquer une arme nucléaire. Il a changé d'avis maintenant. Je suis désolé. Je pense que ce que j'ai entendu à propos de la fatwa est probablement vrai, qu'ils ont eu une réunion très difficile et que les gourous islamiques étaient présents, si vous voulez, et ils ont décidé que la fatwa serait légèrement modifiée, et la fatwa dira que ce qui est anathème pour eux
et leur version de l'islam, c'est l'utilisation d'une arme nucléaire, pas la possession. Cela me dit que si c'est vrai, si cette information est vraie, cela signifie qu'ils sont soit déjà là, soit très proches. Et je ne pense pas que nous en saurons quoi que ce soit. Et ensuite, nous serons dans une impasse nucléaire. Et je n'ai aucun doute sur qui sera le premier à utiliser une arme nucléaire dans la région. Dans ce cas, ce ne sera pas nous, ce sera Israël. Et je pense que Larry a raison. Je pense qu'ils seront en danger existentiel s'ils déclenchent une nouvelle guerre avec l'Iran. Et je pense qu'ils vont le faire. Il suppliera Trump d'intervenir. Trump interviendra probablement. La question est de savoir comment il interviendra. Mais dans tous les cas, que ce soit partiellement avec la puissance aérienne ou massivement avec la puissance aérienne qui échoue, puis avec des forces terrestres, ce sera un désastre pour l'Empire. Tout comme ce sera un désastre pour Israël. Larry, ce qui est si tragique, c'est qu'ils font tout pour pousser l'Iran à prendre ce genre de décision. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait avec la Russie. Ils ont poussé la Russie à entrer en guerre avec l'Ukraine. Ils ont forcé la Chine à réagir aux tarifs douaniers. C'est le genre de politique qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent, mais ils continuent avec les mêmes stratégies. Eh bien, il faut leur reconnaître une chose, Nima. Ils sont cohérents. Allez, ils font quelque chose très bien, je veux dire, ils sont très mauvais dans ce qu'ils font, mais ils sont très doués pour être très mauvais et incompétents. Donc tu sais, et ta question suppose aussi qu'il y a une sorte de stratégie globale à laquelle ces gens réfléchissent de manière stratégique, alors qu'en réalité, ils se contentent de regarder le mur juste devant eux et d'essayer de décider s'il faut le peindre, le démolir ou le contourner. C'est presque comme s'ils s'étaient demandé « Qui peut-on mettre au pouvoir pour qu'ils prennent le plus de mauvaises décisions possibles, qu'ils mènent les États-Unis au bord de la ruine et qu'ils mettent le feu au monde. » Oh, j'ai trouvé. Mettons Donald Trump là-dedans, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Nous n'avons même pas encore commencé à parler du Venezuela, à part mon coup de gueule précédent sur le fait que les officiers n'ont pas démissionné. Mais, vous savez, on assiste en ce moment au même type de déploiement militaire que celui qui a eu lieu avant notre attaque contre l'Irak. Avant d'attaquer l'Irak, nous avions déployé des forces navales et aériennes dans la région. Et c'est exactement ce que nous faisons actuellement au large des côtes du Venezuela. Donc, quand on regarde l'ensemble de la situation, Trump a échoué à mettre fin à la guerre en Ukraine comme il l'avait promis en 24 heures. Il admet maintenant que cela peut prendre beaucoup plus de temps et en gros, il s'en lave les mains. Il a provoqué les Chinois à l'extrême, a irrité les Indiens, a fâché le Brésil. Donc, à un moment où l'on pourrait penser qu'il voudrait avoir le plus d'amis possible, Trump fait tout pour s'aliéner le reste du monde. Hier, Nima, un ami militaire, l'un des rares qui me parle encore, m'a dit qu'il prenait l'opération Just Cause comme exemple de ce qu'il comptait faire à Maduro. Je lui ai simplement rappelé que le Panama est un endroit très petit, avec environ 4,5 millions d'habitants au maximum, peut-être 29 000 km². Le Venezuela fait environ 350 000 km², compte environ 29 millions d'habitants, et possède de nombreuses montagnes et un terrain vraiment difficile. Et si tu veux faire l'enlèvement avec le 18e corps aéroporté, déployer la 82e sur eux ou autre, tu ferais mieux de savoir premièrement comment le trouver. On a eu un mal fou à trouver Noriega jusqu'à ce qu'il se réfugie à la Nonciature. Et tu ferais mieux de savoir exactement comment tu vas t'extraire, parce que ça ne sera pas facile. Et si vous faites intervenir la puissance aérienne,
et d'autres moyens comme nous l'avons fait au Panama, de façon très limitée, alors vous risquez vraiment de vous retrouver avec un vrai chaos, car vous ne pourrez pas distinguer ce que vous avez fait sur le terrain, les alliés des ennemis. Nous avons eu la toute première utilisation en combat des F-117, et cela s'est avéré être une vraie satisfaction pour Powell en tant que chef d'état-major. Car la première chose qu'il a apprise de Michael Gordon du New York Times, c'est qu'ils avaient largué leurs bombes et raté la commandancia, leur cible. Et Powell avait essayé de dissuader l'armée de l'air de le faire parce qu'il disait « Nous n'avons pas besoin de ce genre de choses. Nous allons juste entrer, le prendre et sortir. » Voilà comment les choses peuvent mal tourner. Et je pense que cela tournerait vraiment mal, à grande échelle, au Venezuela. Et c'est le président qui ne commence pas de guerre, n'est-ce pas? C'est le président qui ne le fait pas. Il se contente de tuer des gens en haute mer. Il ne commence pas de guerre. D'accord. Et n'oublions pas que lorsque nous avons mené cette invasion au Panama, nous avions au moins 3 bases militaires américaines là-bas, au Panama. Oui. Nous n'avions donc pas à nous en préoccuper. Nous avions déjà une présence militaire dans le pays. Je connaissais le terrain comme ma poche. Oui. Vous savez, je venais tout juste de quitter la branche d'Amérique centrale. Je me souviens de l'analyste, qui était l'analyste principale. C'était elle la principale. Nous avons passé, la CIA a passé, une année à essayer de provoquer Noriega pour qu'il fasse quelque chose, afin que nous puissions justifier une attaque contre lui. D'accord? Je veux dire, la CIA était, donc c'était l'un de ces rares cas où une analyste, elle s'appelait Alicia, a été intégrée à la DO, la direction des opérations, pour la planification. Parce qu'elle devait rédiger le compte-rendu quotidien du président, il fallait s'assurer qu'elle ait aussi les informations sur ce que faisait le côté opérationnel. Donc, l'idée que cela était quelque chose d'organique, d'interne, vous savez, l'agence était activement impliquée là-bas. Et je vous garantis que l'agence est activement impliquée en ce moment même au Venezuela, essayant de recruter des gens, de distribuer de l'argent, de voir s'ils peuvent déclencher un coup d'État contre Maduro, ou, au minimum, d'identifier où il se trouve. Vous savez, il y aura peut-être une tentative pour l'attraper. Mais si les États-Unis décident d'intervenir militairement là-bas, il y aura un tas de marines morts à la base aérienne de Dover. Le nom de quelque chose que beaucoup d'Américains, je doute qu'une douzaine aujourd'hui le sachent. Larry le sait probablement. Nous avons en fait dû relever le commandant du Southern Command. Powell a dû le relever sur ordre du président et du secrétaire à la défense parce qu'il disait que c'était stupide et qu'on ne devrait pas le faire. Alors nous avons contacté Max Thurman, un général vraiment agressif, et nous l'avons envoyé là-bas en lui disant de le faire. Cela veut dire quelque chose. C'est le dernier officier général pour lequel j'ai eu un certain respect dans l'armée américaine. Tu te souviens de son nom? Moi non, et je devrais. Il parlait couramment espagnol, connaissait très bien l'endroit, y avait passé un certain temps, et avait avancé des arguments vraiment pertinents sur les raisons pour lesquelles nous n'avions pas besoin de le faire. Oui, mais tu sais pourquoi nous l'avons vraiment fait? Oui. Larry, je pense que la vraie question serait de savoir comment cela va influencer la présidence de Trump aux États-Unis s'ils attaquent le Venezuela. Donald Trump va-t-il gagner plus de soutien de la part de sa base ou va-t-il en perdre? Cela serait bien plus important dans leur prise de décision. Eh bien, vous savez, comme je l'ai décrit, la politique étrangère de Trump ressemble à une forme de syndrome de Gilles de la Tourette. Vous savez, avec ce syndrome, on peut parler normalement et tout à coup avoir une explosion irrationnelle. C'est comme si je vous parlais. Et puis, Jésus-Christ. Et vous voyez, c'est pareil avec Donald Trump. Il dit,
Je suis le président de la paix. J'ai gagné le prix Nobel de la paix. Nous allons récupérer le canal de Panama. Et j'espère rassembler les pays. Donnez-moi le Groenland. And I hope to bring countries together. Give me Greenland. And, Poutine est un tigre de Piedi. yeah. Bagram, Bagram, and now Venezuela. Bagram. Bagram. This, Vous savez, et maintenant le Venezuela. Écoutez, apparemment, Trump a été informé, comme le disait le colonel Wilkerson, qu'on pouvait facilement s'occuper du Venezuela, comme on l'a fait au Panama. Et Trump est assez naïf pour accepter ces briefings, et pas assez curieux intellectuellement pour vraiment poser des questions et les remettre en cause. Donc il suit le mouvement, tout comme quand Israël a promis « Hey, on va éliminer la haute direction du gouvernement iranien, et il s'effondrera en 2 jours. » D'accord, allons-y. Puis, quand ça tourne mal, il dit « Je n'étais au courant de rien. » Then when it goes sour, he goes, I didn't know anything about this. I was surprised. J'ai été surpris. Donc dans ce cas, il sera d'abord prêt à célébrer. Oui, nous nous sommes débarrassés de Maduro. Nous avons mis le Venezuela sur une nouvelle voie. Sauf que lorsque les choses tourneront mal, il cherchera quelqu'un à blâmer, car il n'a pas pris la décision. Ou du moins, c'est ce qu'il prétendra. Donc cette affaire a une sorte d'inertie propre. Et Trump, dans ce contexte, ne réfléchit pas de manière stratégique. Tout ce qu'il fait, c'est penser politiquement. Et c'est une myopie politique, où il ne voit que de façon très étroite si cela va lui profiter. Et il part toujours du principe que cela lui sera bénéfique, jusqu'à ce que la situation tourne mal et que ce ne soit plus le cas. Même si j'étais Nicolas Maduro, je serais très, très inquiet que Trump se tourne vers Bibi et lui dise « Débarrasse-toi de lui ». Parce que Bibi a fait de l'assassinat une chose banale. Cela arrive tout simplement. Je veux dire, à mes yeux, il n'y a personne que Bibi n'essaierait pas d'assassiner. Si vous vous mettez suffisamment et profondément à dos, il vous fera assassiner. Et je ne suis pas si sûr que Zelensky et son entourage en Ukraine ne soient pas sur la même longueur d'onde à ce sujet. Colonel, pensez-vous qu'il y ait quelqu'un dans l'administration Trump, y compris Donald Trump lui-même, qui, si on compare à JFK, car à l'époque, lors de la crise des missiles de Cuba, JFK critiquait ceux qui prônaient une attaque contre Cuba avec des bombes et des armes nucléaires. Et tout cela, y a-t-il quelqu'un comme ça? Y a-t-il quelqu'un pour s'opposer à ce genre de rhétorique à Washington? Nous avions cette discussion en cercle fermé, au sein d'un groupe d'anciens combattants, il y a environ 1 semaine et demie. Et l'un des regrets qui a été exprimé, je veux dire, nous avions tous ce sentiment sincère que notre armée n'était plus ce que nous avions connu, concernait les généraux et les amiraux. Il n'y a plus de courage. Il n'y a que l'attente de gagner beaucoup d'argent à la retraite. Et l'idée que tant qu'ils sont généraux, 3 ou 4 étoiles, ils doivent maintenir les choses à flot pour que cette perspective se réalise. Ils ne se soucient plus des services. Ils ne se soucient plus des hommes et des femmes sous leurs ordres. Il y a certes des exceptions, mais ces exceptions confirment généralement la règle. Et nous avons haussé les épaules en disant, vous savez, il n'y a personne dans l'armée que nous suivrions jusqu'à une mare d'eau si nous étions affamés et mourant de soif. Il n'y en a tout simplement pas. Et aucun d'eux n'a été tenu responsable pour erreur après erreur après erreur au cours des 20 dernières années. Aucun d'eux. Le dernier général qui a mené une opération remarquable à tous égards était Tony Zinni, un général 4 étoiles des marines qui a effectué un retrait sous pression en Somalie, en tuant à peine des ennemis et en subissant très peu de pertes lui-même. C'était une opération remarquable. On pourrait dire, eh bien, c'était la Somalie. Mais ce n'était pas rien. Il aurait pu instaurer une certaine paix s'il l'avait voulu. Nous n'avons pas eu de général dans l'armée équivalent à Tony Zinni depuis.
Larry, voici ce qu'a dit Netanyahou à propos des victimes. Il affirme qu'Israël prend davantage de mesures pour minimiser les pertes civiles. Plus de mesures pour minimiser les pertes civiles que n'importe quelle armée dans l'histoire. C'est un menteur. Il considère toujours cela comme une sorte de campagne de marketing, juste de la communication. Il dit aux gens ce qu'ils veulent entendre pour qu'ils le répètent. Mais c'est un pur mensonge, et nous avons les corps des femmes et des enfants palestiniens pour le prouver. Colonel, Netanyahou se vantait d'une certaine manière de la capacité d'Israël à mener cette mission de décapitation en Iran, au Yémen et au Liban. Et voici ce qu'il a déclaré. La moitié de la direction Houthi au Yémen disparue, Yahya Sinwar à Gaza disparu, Hassan Nasrallah au Liban disparu, le régime Assad en Syrie disparu. Ces milices en Irak, eh bien, elles sont toujours dissuadées. Et leurs chefs, s'ils attaquent Israël, disparaîtront eux aussi. Quant aux principaux commandants militaires iraniens et à leurs meilleurs scientifiques de la bombe atomique, eh bien, eux aussi ont disparu. Colonel, ce qui m'étonne quand j'observe les événements en Iran et au Yémen, c'est que je ne pense pas qu'ils soient plus faibles qu'avant ces assassinats. En Iran, ils sont bien mieux informés, bien mieux préparés à ce qui pourrait arriver dans un avenir proche. Mais cela ne semble pas être le cas dans l'esprit de Netanyahou. Il a le sentiment d'être en meilleure position grâce à ces assassinats commis par lui et son gouvernement. Eh bien, l'une des choses dont Bibi est un maître, et d'un point de vue psychologique, presque dérangé, c'est qu'il ne peut pas admettre une erreur. Il n'ose pas admettre une erreur. Il n'ose pas dire qu'il a jamais fait quoi que ce soit qui n'ait pas été productif pour Israël. Tout ce que Bibi a jamais fait, chaque mot qu'il a jamais prononcé, c'est pour Israël, pour sa version d'Israël, et pour sa survie en tant que dirigeant de cet Israël. Donc il ne peut admettre aucune forme d'erreur, aucune forme de faute. Il n'est pas humain à cet égard. Tous les grands dirigeants de l'histoire ont dû le faire à un moment ou à un autre. Même Ronald Reagan, que Dieu le bénisse, a dû se présenter devant le peuple américain et admettre que l'affaire Iran-Contra était bien ce qu'elle semblait être, un fiasco, et il s'est sauvé de la destitution en prononçant ce discours parce qu'il était le grand communicateur. Et les gens l'ont cru sur parole, qu'il ne savait pas tout, mais qu'il en savait un peu. Bibi ne peut pas faire ça. Ce n'est pas dans sa nature, son caractère ou son être. Bibi ne fait que s'enfoncer dans l'échec. Et cela sera en fin de compte sa grande erreur. Et je pense que cela arrive. Je pense que c'est imminent. Je pense que l'Iran va en être l'instrument. Eh bien, déconstruisons ce mythe de la capacité d'Israël à utiliser la violence pour régler les problèmes et instaurer la paix. J'appelle cela le mythe des Jeux olympiques de Munich. Après les Jeux olympiques de Munich en 1972, Israël a juré qu'il traquerait tous les tueurs pour les éliminer. Et cela devait mettre fin à « cela servira de leçon, cela mettra fin à la violence ». Premièrement, Israël a échoué dans cette mission. Et ils ont fini par tuer au moins une personne qui n'avait absolument rien à voir avec ce qui s'était passé à Munich. Un homme totalement innocent, en Norvège, je crois. Mais, vous savez, ils ont tué et assassiné encore et encore, toujours en prétendant que cela leur apporterait la paix. Et ce n'est jamais le cas. Donc ce que nous avons vu, avec tous leurs meurtres, au Liban, en Cisjordanie, à Gaza et ailleurs, c'est que tout cela ne fait qu'engendrer plus de violence.
Yeah, I had a rabbi tell me one time, Nima, Oui, un rabbin m'a dit un jour, Nima, que tout ce que la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent produit, c'est un monde aveugle et édenté. C'est exactement ça. Et c'est la stratégie d'Israël. C'est leur philosophie fondamentale. Tu prends mon œil, j'en prends 4 des tiens. Tu prends ma dent, j'en prends 20 des tiennes. Dernièrement, c'est même encore plus que ça. Mais je me souviens de mon étudiant de GW, George Washington University, qui avait servi 2 ans dans les FDI, me racontant lors d'une session privée à huis clos, je ne mentionnerai pas son nom ni rien, à propos de l'opération Plomb durci, à laquelle il avait participé. Et son commandant de bataillon lui avait dit « On va tuer tout ce qui bouge ». C'était en quelque sorte un précurseur de ce qu'ils font aujourd'hui. On va tuer tout ce qui bouge, hommes, femmes, enfants, chiens, chats. On va tout détruire sur notre passage parce que plus personne n'osera nous défier. Nous devons rétablir notre domination et notre capacité de dissuasion. Alors tuez tout. Larry, voici tu sais Petraeus qui parle à Al-Jolani. Good Lord, man. Bon sang, ça devient une véritable séance de torture. Pourquoi ne pas carrément me faire subir un simulacre de noyade la prochaine fois? D'accord. D'accord, vas-y, je t'en prie. Désolé de t'avoir interrompu. Certainement oui, un certain degré d'islam politique. Mais franchement, ce que vous avez fait depuis la chute du régime de Bachar al-Assad a confirmé ce que j'avais évalué. Et j'ai d'ailleurs été assez fortement critiqué à ce sujet. Je tiens simplement à vous dire vraiment au nom de toutes les personnes présentes ici que cette conversation m'a véritablement rempli d'un immense espoir. Cela a été très réconfortant et éclairant. Votre vision est puissante et claire. Votre attitude elle-même est également très impressionnante. Donc encore une fois, au nom de tous ici présents et de tous ceux qui nous regardent à distance, nous vous remercions d'avoir partagé votre vision aujourd'hui. Nous vous souhaitons force et sagesse dans le travail difficile qui vous attend. Nous espérons évidemment votre succès, Inch'Allah, car au bout du compte, votre succès est notre succès. C'est un succès morting. Vous n'avez même pas montré certains des mots encore plus humiliants qu'il a prononcés. Dormez-vous suffisamment. Dormez-vous suffisamment. Vous tueurs assoiffés de sang. C'était un peu comme regarder un homme faire une fellation à un autre homme. Excusez-moi, Seigneur Tout-Puissant. Je veux dire, c'est au-delà du dégoûtant et du méprisable. L'homme assis là, avec la barbe, Al-Jolani, supervisait les forces qui décapitaient des gens, décapitaient réellement des gens, et les tuaient à cause de leurs croyances religieuses. Il tuait des chrétiens, des musulmans chiites, des alaouites. Et voilà David Petraeus qui ouvre une grande poêle, un grand pot de beurre et l'étale sur les fesses d'Al-Jolani. Franchement, c'était vraiment méprisable, dégoûtant. Mais bon, que peut-on attendre du gars de West Point qui était connu comme le genre de sycophante prêt à épouser la fille du commandant juste pour avancer, ce qu'il a effectivement fait? David Petraeus est une honte. David Petraeus is a disgrace. Voici un homme, Nima, à propos duquel, après avoir envoyé mon espion à Bagdad en 2003, je crois, pour me dire si ce que nous recevions au département d'État concernant toutes sortes de statistiques, comme le nombre de policiers formés, de militaires formés, etc., était exact, parce que Petraeus était alors responsable de ce que nous appelions le MNSTCI, et il envoyait les données et parlait au président de temps en temps. Et ce que Matt m'a essentiellement dit, c'est que parmi les bataillons qu'il disait bien formés et capables d'assurer la sécurité intérieure ainsi qu'éventuellement la sécurité extérieure, le taux d'absentéisme non autorisé était chaque matin compris entre 20 et 30%. Parmi ceux qui étaient formés pour le ministère de l'Intérieur, il me disait que les voyous qui avaient toujours été là se trouvaient désormais
au ministère de l'Intérieur et que nous pouvions nous attendre à des développements vraiment merveilleux de la part de ce groupe, et ainsi de suite. Tout cela pour dire que cet homme, je crois qu'il était général 2 étoiles à l'époque, mentait essentiellement depuis Bagdad pour améliorer l'image de ses performances là-bas. Et je dois dire qu'à mesure qu'il montait en grade, ses performances, à une exception près, ne se sont pas vraiment améliorées. Et cette exception, c'est probablement ce qui lui a valu Paula Broadwell. Du moins, j'ai des gens qui me parlent du fait que ça aurait pu être une opération de piège à miel, commanditée et menée par le Mossad. Paula Broadwell est la personne qui a vraiment fait tomber David Petraeus, pour ainsi dire. Et cette occasion, c'est lorsqu'il s'est présenté devant la Commission des Forces armées du Sénat et lors de son témoignage, a effectivement déclaré en substance que la politique américaine à l'égard d'Israël mettait en danger ses troupes au Moyen-Orient. Il l'a dit, pas avec ces mots exacts, mais dans ce sens. Par la suite, il s'est rapidement rétracté, etc. Mais c'est à ce moment-là qu'il a regagné un peu de mon respect, parce qu'il a dit la vérité. Mais il s'est vite ravisé. Et je pense que c'est pour cela que, si cette histoire de piège sexuel tendu Paula Broadwell, une opération menée par le Mossad pour le discréditer et le faire destituer de son poste de directeur de la CIA, est vraie, c'est ce qui en a découlé. Parce qu'Israël ne laisse pas passer ce genre de choses, surtout venant de quelqu'un d'aussi en vue que lui à l'époque. Je crois qu'il était général 4 étoiles quand il a fait cela. Larry, la Chine, la Russie, l'Iran et le Pakistan rejettent le retour des États-Unis en Afghanistan parce qu'ils observent ce qui se passe avec le général Petraeus, la façon dont il dialogue avec Al-Julani. La rencontre entre Zelensky et Al-Julani est d'une certaine manière inquiétante pour la situation dans la région. Et il semble que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et s'en préoccupe d'une façon ou d'une autre. Eh bien, écoutez, je pense que la Chine et la Russie ont manqué une belle occasion. Ils auraient dû dire à Trump, « Hey mec, on pense que c'est une excellente idée. Vas-y, retourne là-bas, retourne à Bagram. » Et puis, ils auraient eu qu'à s'installer dans leur chaise longue avec des sacs de pop-corn, juste pour regarder. Vous savez, ça aurait été divertissant. Les États-Unis ont une histoire qui remonte à la guerre d'Afghanistan dans les années 1980, où nous avons fréquenté, formé et encouragé plusieurs de ces groupes djihadistes, et où nous avons alors noué des liens avec eux, que nous avons ensuite utilisés à notre avantage, ou tenté de le faire, comme en déclenchant la guerre de Tchétchénie en Russie. Et le dernier exemple en date, c'est de s'associer avec des gens comme Al-Julani, maintenant Al-Shara, dans le but de se débarrasser de Bachar al-Assad. Et souvenez-vous, Bachar al-Assad, on disait que c'était un homme si mauvais, parce que même s'il était, je crois, alawite, il protégeait les chiites et il protégeait les chrétiens. Il s'opposait à l'extrémisme islamique sunnite. Eh bien, la dernière fois que j'ai vérifié, c'est justement ce contre quoi nous étions censés lutter. Sauf que ce sont ceux-là même que nous continuons d'armer, d'équiper et de former. Donc, vous savez, je pense que le reste du monde comprend bien mieux ce que nous sommes que nous-mêmes. Ils perçoivent, dès le départ, notre hypocrisie et savent qu'on ne peut pas nous faire confiance. Nima, permets-moi d'ajouter quelque chose à ce sujet. Je viens d'apprendre de Gary Vogler, qui a été notre homme en Irak pendant 68 mois, un spécialiste du pétrole en Irak, que selon lui, et Dennis Fritz partage désormais ce point de vue, il est l'auteur de Deadly Betrayal, la véritable origine de l'insurrection en Irak serait que Wolfowitz avait ordonné à l'armée de commencer à expédier le pétrole irakien vers Israël. Wolfowitz était le secrétaire adjoint à la défense. Eh bien, lorsque les sunnites et Al-Qaïda en Irak l'ont découvert,
Les éléments d'Al-Qaïda savaient qu'ils pouvaient compter sur les sunnites pour se joindre à eux afin d'attaquer les oléoducs. Gary a donc dû se rendre au ministère du pétrole et demander « Mais pourquoi diable les Irakiens? Il y avait des files d'attente aux stations-service. On ne pouvait pas avoir d'essence, on ne pouvait même pas faire le plein. Pourquoi diable votre peuple attaque-t-il vos oléoducs ?» Gary était chargé d'aider le ministre irakien du pétrole à reprendre les opérations, et ainsi de suite. Eh bien, c'est parce qu'ils pompent du pétrole vers Israël. Et ils ont continué à pomper du pétrole vers Israël, et ils ont continué à attaquer. Et cela a fait que l'insurrection a pris de l'ampleur. Israël est partout, partout. Et notre complicité avec eux aussi. Larry, le secrétaire général de l'OTAN, a déclaré que Modi, touché par les tarifs douaniers, avait appelé Poutine et demandé un plan pour l'Ukraine, qui a été rejeté à la fois par la Russie et l'Inde. Ils ont affirmé qu'il n'y avait eu aucun appel téléphonique entre les deux. Et voici ce que le secrétaire général de l'OTAN a déclaré à CNN. D'après ce que disent l'Inde et la Russie, il invente des choses. Il ne dit pas la vérité. Sous-entends-tu que Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, est un menteur? Allons, Nima, comment peux-tu dire une chose pareille? Il a étudié le rythme cardiaque de Jens Stoltenberg. Ce que nous voyons, c'est de plus en plus de désespoir du côté des Européens et de l'OTAN. Cette semaine, Trump a suscité beaucoup d'inquiétudes. Les gens utilisaient un peu partout ces trois lettres, WTF, quand Trump a publié ce message sur Truth Social affirmant « Oh, la Russie est en train de perdre, l'Ukraine est en train de gagner, la Russie est un tigre de papier et son économie s'effondre. » Et c'était aussi ma toute première réaction. Puis j'ai commencé à regarder ce qu'il avait réellement dit. Et oui, l'Ukraine peut recevoir toutes les armes que l'OTAN peut lui fournir, à condition que l'OTAN les achète chez nous. Donc Trump ne disait pas « Oui, nous allons soutenir l'Ukraine à fond ». Il disait « Nous allons vendre toutes nos armes à l'OTAN ». Maintenant, cela suppose que nous ayons réellement des armes à fabriquer. C'est une toute autre question. Et puis tu te rends compte que Trump se contentait de reprendre ces affirmations fallacieuses de personnes comme le général Kellogg, le général Jack Keane, le général David Petraeus, qui disaient tous « Eh, l'Ukraine est en train de gagner, la Russie est en train de perdre, la Russie n'est qu'un tigre de papier. » Et donc Trump répète cela parce qu'en gros, il dit « Pourquoi devrais-je donner quoi que ce soit? Je veux dire, l'Ukraine est en train de gagner. » Bon sang, ils n'ont plus besoin de rien de notre part. Ils sont sur une lancée. En fait, ils pourraient même aller jusqu'à Moscou. Et donc à un moment, Kellogg et ses types se sont réunis et ont dit « Eh bien non, Monsieur le Président, nous avions tort. » Vont-ils vraiment finir par devoir admettre qu'ils inventaient tout ça depuis le début? Donc Trump s'est simplement servi de ça comme d'un prétexte commode pour dire « Puisqu'ils gagnent, les gars, vous n'avez pas besoin de moi. Vous, les Européens, passez une bonne journée. Débrouillez-vous. » Oui, les Européens se disent quoi? Et celui qui va vraiment se couvrir de ridicule, c'est Lindsey Graham. Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de si étrange? Il demandait simplement à Erdogan de ne pas acheter de pétrole russe. En quoi est-ce si étrange? Oui, oui. Je veux dire, il oublie constamment que ces pays vont agir selon leurs propres intérêts. Le seul pays qui a réellement accepté de se suicider économiquement, c'est l'Allemagne, lorsqu'elle a accepté la destruction de Nord Stream. Jusqu'à présent, l'Inde et la Turquie, confrontés à la même idée suicidaire d'arrêter toute importation de pétrole ou de gaz en provenance de Russie, ont dit
Non, nous allons continuer. Erdogan est de toute façon bien connu. C'est le seul à pouvoir prendre une pièce à deux faces et y trouver une troisième. D'accord? Donc il est au mieux de mauvaise foi. Personne ne devrait être surpris qu'il rejette les tentatives des États-Unis de lui mettre la pression. It shouldn't surprise anybody that they're rejecting the U.S. attempts to pressure him. Karl, en ce qui concerne la situation en Ukraine, penses-tu qu'avec le temps, l'escalade va d'une certaine manière diminuer et se réduire? Ou bien allons-nous vers des escalades majeures sur ce front? C'est une bonne question, Nima. Je ne peux pas répondre à cette question puisque je ne suis pas dans la tête de Trump, ni dans celle de Hague, de Rubio ou de Poutine. Mais il me semble, comme je l'ai déjà dit, que Poutine a pris une décision. Et cette décision repose sur plusieurs critères, dont le premier est que l'Empire n'est pas digne de confiance. L'Empire est trompeur. L'Empire dira une chose et en fera une autre. L'Europe est en quelque sorte un État vassal de l'Empire et ne sait pas où aller. Par exemple, elle ne pourrait pas défendre 5 ou 6% de son propre territoire si elle devait le faire. Et il pense qu'il devra finir par faire la guerre contre eux. Et même s'il ne le souhaite pas, il est convaincu qu'il pourrait devoir le faire simplement à cause de ce qu'il observe de l'autre côté du mur, si l'on peut dire. Donc je ne sais pas ce que cela signifie. Je pense vraiment que nous allons avoir une guerre régionale, soit là-bas, soit dans le sud, en Asie du Sud-Ouest, et qu'il y a une réelle possibilité que cela s'étende à une guerre beaucoup plus vaste, qui pourrait même impliquer l'utilisation d'armes nucléaires. Et je pense qu'il y a au moins une chance sur deux, et c'est, à mon avis, la situation la plus proche que nous ayons connue depuis longtemps d'un tel conflit mondial. Maintenant, je dirais aussi que selon moi, la plus grande part de responsabilité nous incombe. Mais je pense que nous le voulons. Je pense qu'au fond, nous le voulons. Et nous voulons que la situation dégénère au point, et j'utilise bien dégénérer et non évoluer, où nous nous retrouverons à combattre la Chine. Et cette guerre-là, nous allons la perdre, et de façon spectaculaire. And we're going to lose that one big time. Yeah, I was talking yesterday with Stanislav Krapivnik. Oui, je parlais hier avec Stanislav Karpivnik. Stas, tu sais, il est né en Russie, mais a grandi aux États-Unis. Marine, quoi. L'armée américaine, je crois. Ah, un soldat. Oui, tu as probablement raison. Je pense que c'était l'armée américaine. Mais ensuite, il est retourné en Russie et a servi un moment dans leur armée. Mais il me disait hier que Poutine subit actuellement beaucoup de pression pour devenir vraiment dur avec l'Ukraine et l'OTAN. Il pense, disait-il, que l'opinion populaire est que Poutine a été trop mou, trop retenu, que les Russes sont en gros en colère et veulent riposter. Donc c'est là que ça se dirige. Toute provocation supplémentaire à l'intérieur de la Russie pourrait très bien obliger Poutine à répondre d'une manière qui va. Il va bénéficier d'un large soutien du peuple russe. Le peuple russe ne dit pas « Oh, arrêtez la guerre ». C'est tout le contraire. Ils disent, tu sais, « Allez leur botter les fesses ». Tu sais, Nima, je me suis concentré sur l'aile sud de cet arc de crise, parce que je pense que l'Iran est sur le point d'entrer en guerre. Mais j'ai découvert, la semaine dernière, que nous faisons des choses vraiment étranges du côté de Mourmansk, dans le passage Jiuk et tout autour de la mer de Barents. Et c'est pas forcément lié à l'Arctique, que j'ai décrit comme la partie nord de cet arc de crise, mais c'est lié à l'obtention de renseignements et à la prise de contrôle sur ce que la Russie considère comme un territoire très stratégique, presque comme le Kamtchatka à l'autre extrémité. Et je ne sais pas pourquoi nous faisons cela, à part pour renforcer notre capacité à, tu sais, frapper depuis le flanc nord, pour ainsi dire. C'est insensé, mais c'est ce que nous faisons. Larry, c'est quoi toute cette histoire de drone au Danemark? Et à ton avis, qui est derrière tout ça?
C'est tellement étrange. Eh bien, c'est exactement comme ce qui s'est passé ici, aux États-Unis. C'était en octobre dernier, en septembre, quand il y avait tous ces drones au-dessus du New Jersey et de New York. Et nous n'avons jamais eu d'explication à ce sujet. Donc je ne sais pas. Donald Trump a affirmé que dès qu'il serait en fonction, il allait donner une explication. Mais nous en avons jamais eu. Donc je pense qu'on ne peut pas exclure que ce soit une tentative de créer un incident qui servirait de justification ou de prétexte pour entrer en guerre contre la Russie. Parce que, vous savez, la Russie va être accusée, même si elle est trop loin pour avoir envoyé ces drones là-bas. Mais, vous savez, nous avons eu le même phénomène ici, dans ce pays. Colonel, il semble que lors de la visite de Donald Trump au Royaume-Uni, lors de cette rencontre avec le roi Charles, la seule chose qui, à mon avis, a retenu l'attention, c'est qu'il demandait la poursuite du conflit en Ukraine. Il réclamait davantage de soutien de la part des États-Unis. Qui convainc le roi Charles de faire cela? Et est-ce sa politique, ou bien est-ce quelqu'un au sein du gouvernement Sunak qui pousse dans ce sens? Qui tient les rênes au Royaume-Uni? Parce que je pense qu'au cœur de ce qui se passe en Ukraine, en ce qui concerne le soutien qu'ils reçoivent de l'Europe, tout se joue à Londres, au Royaume-Uni. Eh bien, nous oublions aux États-Unis qu'il y a 2 chambres à Londres. Il y a le Parlement que nous connaissons le mieux, celui que nous regardons lors des séances de questions au Premier ministre, qui nous impressionne par sa capacité à débattre, etc. Et puis il y a la Chambre des Lords. La Chambre des Lords est l'organe du gouvernement britannique qui, selon moi, vit le plus aux dépens des États-Unis et perpétue leur empire ainsi que leur mentalité et vision impériale. Ce sont eux, en quelque sorte, les financiers de ce qui se passe. Le roi les écoute. Le roi est influencé par eux. Et ce roi en particulier, je pense, s'inscrit dans cette lignée. Ainsi, la Grande-Bretagne vit comme si elle était encore une entité impériale à travers la véritable entreprise impériale des États-Unis. C'est de là, à mon avis, que vient l'influence sur le roi. Et vous savez, j'ai étudié la Grande-Bretagne pendant longtemps. C'est de là que ça vient, selon moi. Larry, l'autre aspect de l'opération dont ils sont capables, à mon avis, et qui est bien plus important que la partie militaire de leur puissance, c'est le renseignement, ce qu'ils collectent. Je parle du Royaume-Uni, de leur niveau de compétence, et ils sont bien plus capables de recueillir des informations provenant de différents camps, de différents partis. Et ils sont aussi très liés à la CIA et au Mossad, de façon massive. Je veux dire, le véritable triumvirat aujourd'hui, Larry en sait plus que moi à ce sujet, mais je pense que c'est le Mossad, la CIA et le MI6. Larry, comment te sens-tu? Qu'en penses-tu? Eh bien, les Britanniques sont dans le domaine de l'espionnage depuis bien plus longtemps que les États-Unis. En fait, la création de nombreuses de nos unités spéciales, qu'il s'agisse de la Central Intelligence Agency, qui a été en partie inspirée par le MI6, de la Delta Force, calquée sur le Special Air Service, SAS, ou des SEAL, inspirés du Special Boat Service, SBS, toutes ont des racines britanniques. Rappelez-vous, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que les Britanniques ont créé le Special Operations Executive, le SOE, dont notre OSS était là encore une imitation. Il y a donc toujours eu cette relation où la NSA a des agents en poste au GCHQ, le Government Communications Headquarters en Angleterre, et ils travaillent littéralement côte à côte. Il y a donc ce transfert de tout ce renseignement d'origine électromagnétique, qui à mon avis est probablement bien plus important que le renseignement humain. Ainsi, alors que les États-Unis vont commencer à se retirer de cette affaire ukrainienne, les Britanniques prendront le relais. Vous savez,
il faut se demander si une partie du désir britannique de s'en prendre à la Russie ne vient pas de ce ressentiment persistant envers les communistes, accusés d'avoir tué le cousin au 3e degré du roi Charles, le tsar. Mais, Et de force der grande révolution. oui. Donc je veux dire, c'est irrationnel, mais c'est réel. Je pense que ce qui se passe dans l'esprit des Britanniques, c'est que s'ils parviennent à provoquer une attaque de la Russie sur leur sol, cela pourrait entraîner les États-Unis dans le conflit en Europe. Eh bien oui, mais réfléchissez à cela. Voyons ce que ça signifie réellement. Entraîner les États-Unis dans un conflit. Alors, allons-nous commencer à faire voler des avions de combat là-bas? Bonne chance avec ça. Vous savez, ils ne resteront pas longtemps en l'air. Allons-nous lancer des frappes aériennes, ou nous-mêmes, pas en utilisant un intermédiaire comme l'Ukraine ou un prête-nom, mais où nous-mêmes commencerions à attaquer le territoire russe? À ce moment-là, Lavrov, et j'ai vu l'ambassadeur russe en France hier, ils ont tous les deux été interrogés sur ce qui se passerait si l'OTAN abattait un avion russe. Et tous deux ont répondu « ce sera la guerre ». Eh bien, cela signifie que la Russie attaquera le territoire continental des États-Unis si nous nous impliquons. Allons-nous envoyer des troupes là-bas? Nous avons déjà quelques troupes stationnées en Europe, mais pas assez pour faire une réelle différence, si ce n'est remplir des sacs mortuaires et aider l'industrie funéraire américaine à gagner de l'argent. Il nous faudrait donc des mois pour réellement mobiliser des forces et les déployer. Ils n'y ont même pas réfléchi. Oui, nous voulons impliquer les États-Unis là-dedans. Pour faire quoi? Vraiment, pour faire quoi? Parce que nous leur avons déjà donné des armes. Nous leur avons donné de l'argent. Nous leur avons donné des conseils techniques. Nous leur avons donné des renseignements. C'est presque comme, vous savez, la vieille chanson des Beatles. Je te donne tout ce que j'ai à donner. Nous perdrions toute notre armée dès le premier fuseau horaire de la Russie. Cela ne se passera pas comme en Ukraine. Ce sera une guerre nucléaire. C'est la seule façon pour l'Empire de répondre de manière décisive face à un pays comme la Russie ou la Chine. Nous irons vers une guerre nucléaire et ils nous rejoindront. C'est ce à quoi nous sommes confrontés. Merci beaucoup, Carl et Larry, d'être avec nous aujourd'hui. Et n'oubliez pas de remercier le colonel d'être venu avec une chemise aussi élégante. Beautiful. Je reçois toutes sortes de cartes et de lettres. C'est super, on a lancé quelque chose. Bienvenue au club. Très bien, on se voit lundi. À bientôt, à lundi.